Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle intervention du sommet Kiffe ton cycle. Cette semaine, on parle autonomie gynécologique et j'ai le grand plaisir de recevoir Renaud Foussard. Bonjour Renaud. Bonjour Gaël, merci de Alors, m'accueillir. merci à toi d'intervenir dans ce sommet. Alors, Renaud, tu es hypnothérapeute et on va parler ensemble de comment l'hypnose peut régler les problèmes de douleur de règles. Tout à fait, voilà, un vaste sujet qui mérite d'être mieux connu. Alors, dis-nous tout, Renaud, tu officies où et qu'est-ce qui t'a amené à te dire, tiens, ce sujet-là est intéressant? Eh ben, en premier lieu, merci Gaël de m'accueillir sur ta communauté. Et donc, je suis Renaud Foussard, je suis hypnopraticien, j'ai ouvert mon cabinet il y a 5 ans, je suis à Paris, mon cabinet est à Paris dans le 14e arrondissement. Et donc, comment je suis arrivé à aborder le problème des règles douloureuses avec l'hypnose, ça s'est fait assez naturellement au tout début où j'ai commencé, il y a 5 ans. J'avais eu une amie qui apprend que je venais de finir ma formation en hypnose. Et donc, on se met à parler du sujet de l'hypnose. En règle générale, il y a pas mal de questions qui sont posées sur ce sujet. Et donc, en lui expliquant comment l'hypnose pouvait intervenir sur plein d'aspects de la vie, que ce soit d'un point de vue dans une dimension psychique ou dans une dimension physique, de fil en aiguille, on en est arrivé au fait qu'elle m'a expliqué qu'elle avait donc des règles douloureuses et elle m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Et donc, quand on est en hypnose, tous les sujets nous intéressent dès lors qu'on pense que l'hypnose peut avoir un impact positif. Et donc, je lui ai proposé de faire une séance avec elle. Et donc, voilà, on a fait une séance ensemble. Et en fait, le mois d'après, elle m'a dit, mais c'est terminé. Alors que c'était une personne, pour le coup, qui avait des règles douloureuses et qui avait plus de 40 ans. Donc, ça faisait un bon moment que ce problème la poursuivait. Et donc, elle a été extrêmement surprise de l'impact positif. Et de fait, moi, ça m'a permis, dès le début de ma pratique, de constater que l'hypnose pouvait avoir un réel impact sur les règles douloureuses. Ce qui, en soi, n'est pas si étonnant que ça, puisque l'hypnose, dans le traitement des douleurs chroniques, est une pratique qui, aujourd'hui, a été très étudiée scientifiquement, avec des protocoles de recherche qui ont été mis en place pour voir l'impact de l'hypnose sur les douleurs chroniques. Et justement, les règles douloureuses, c'est par définition ce qu'on va appeler une douleur chronique. Simplement, on n'y pense pas forcément parce que c'est une douleur chronique, mais qui revient finalement à peu près une fois par mois. Donc, ce n'est pas non plus la même chose que pour les personnes qui vont avoir des maux de tête ou d'autres types de douleurs chroniques. Mais finalement, c'est bien de cela dont on parle. Et pour cela, l'hypnose est en effet reconnue pour l'efficacité de cette prise en charge. Voilà. Voilà, moi j'ai besoin de comprendre parce que je pense à l'hypnose douleur. Je me dis, ok, comment ça s'appelle, quand on est opéré, par exemple, je sais que maintenant il y a des protocoles comme ça, ou quand on a se faire soigner les dents sans anesthésie ou des choses comme ça. Mais là, quelque part, on est sous hypnose avec le praticien ou la praticienne qui est avec nous à l'instant T. Or là, Oui. on est en train de parler de quelque chose qui est tout autre, qui est, je ne vais pas rester sous hypnose toute ma vie cyclique. Ou alors je comprends pas, ou alors je sais pas ce que c'est que l'hypnose peut-être. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on commence comme ça, que tu nous définisses un petit peu qu'est-ce que c'est que l'hypnose. D'accord. Donc, en effet, la première chose, c'est qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Donc, l'hypnose, c'est un outil qui... Alors d'abord, l'état hypnotique, c'est un mode de fonctionnement du cerveau qui est totalement naturel et qu'on utilise plusieurs fois par jour. Même, j'ai envie de dire qu'on est peut-être finalement plus souvent en état hypnotique qu'en état vigile. L'état hypnotique, en fait, il se déclenche dès que le cerveau va être occupé à une pensée qui va le déconnecter de son environnement extérieur. Je vous donne un exemple d'état hypnotique qui est extrêmement puissant et que je pense quasiment tout le monde a vécu, c'est lorsqu'on va au cinéma. Alors, lorsqu'on va au cinéma, on est dans une salle où il fait complètement noir, on est assis avec des gens à côté de nous qu'on ne connaît pas, et puis c'est tout. Hein. Mais simplement, si je vous mets dans une salle dans le noir avec des gens assis à côté de vous et qu'il ne se passe rien, vous allez me dire au bout d'1 ou 2 minutes, c'est gentil, mais on s'ennuie en fait. Et qu'est-ce qui se passe au cinéma? C'est qu'on est dans le noir, on est assis, et très bien, il y a des gens à côté de nous, mais simplement, il y a des suggestions envoyées par des images, par des sons, et ces suggestions, en fait, vont nous faire palpiter. C'est-à-dire qu'on va être capable de rire, on va être capable de pleurer, d'avoir peur, de rire aux larmes, de pleurer. Donc voilà, vraiment des émotions fortes. Si je te demande, Gaël, là tout de suite de pleurer, bah non. Je suis pas si mauvaise que ça pourrait marcher. Mais c'est vrai qu'il va falloir me concentrer un petit peu, en tout cas, suggérer quelque chose à mon cerveau qui va lui donner envie de pleurer, c'est ça? Voilà. Or, quand on est au cinéma, donc on va vivre cela alors qu'il se passe strictement rien pour nous. Ce qui se passe, c'est qu'on est juste assis dans le noir. Mais les émotions qu'on va vivre sont des émotions qui sont suggérées par des images et des sons. Et en fait, le cinéma est vraiment le prototype même d'un état de transe hypnotique, parce que notre cerveau, notre attention va être portée sur une histoire. Et cette histoire, donc suggérée par des images et des sons, cette histoire, on va la vivre intérieurement, on va se mettre à la place du héros, et on va vivre des émotions extrêmement fortes. Alors qu'encore une fois, notre environnement extérieur, lui, il est très basique et très plat. Et justement, pour qu'on puisse bien rentrer dans l'histoire, il vaut mieux que la salle soit dans le noir et qu'on ne soit pas stimulé par l'environnement extérieur. Donc, on part voyager complètement dans un parcours émotionnel à travers donc, le cinéma.
le film. Et en même temps, si votre téléphone se met à vibrer et que vous recevez un texto et que vous vous demandez pourquoi vous avez un texto, vous allez sortir de l'histoire du film, vous allez regarder discrètement votre téléphone. Ah, c'est ma copine qui m'appelle ou mon copain, ok, je répondrai plus tard. Et vous remettez votre téléphone dans la poche et vous repartez dans l'histoire. Ça veut dire que vous êtes à la fois présent à votre monde extérieur et en même temps, vous êtes complètement connecté à une histoire. Et bien ça, c'est la définition même de l'état hypnotique, c'est-à-dire c'est lorsque le cerveau fonctionne de cette manière, c'est-à-dire être à la fois présent à mon monde extérieur et en même temps être concentré sur quelque chose qui se passe au niveau de mon cerveau. Et ça, on y est très souvent. En fait, chaque fois qu'on va se concentrer sur une activité, on va rentrer en état hypnotique. Donc, par exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé de conduire et puis d'être surpris d'être déjà arrivé, tout simplement parce que vous avez discuté avec une personne, vous avez écouté la radio, vous êtes parti dans vos pensées, et puis d'un seul coup, ah tiens, ça y est, je suis déjà arrivé, et on n'a pas vu le temps passer. Et en fait, là aussi, la conduite automobile est une activité qui déclenche naturellement l'état hypnotique. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un stimuli extérieur, par contre, on voit bien qu'on est revenu immédiatement au réel, en fait. Exactement, exactement. Et on va voir la même chose quand on lit, hein, la lecture crée un état hypnotique. On va voir la même chose donc, devant la télévision, quand on regarde par la fenêtre d'un train, parce qu'il va y avoir des stimuli visuels aussi qui vont faciliter l'entrée en état hypnotique. Et puis une fenêtre avec des informations qui passent dans le champ de vision et qu'en même temps on n'arrive pas à analyser, ça va créer un état hypnotique. Et alors, comment on passe de ça à quelque chose, parce que ça, c'est quelque part, on le vit, mais on ne le dirige pas, il n'y a pas d'intention. Bah si, quand même, dans le cinéma, il y a quand même une intention de nous faire vivre des choses, mais comment on passe de ça à je m'en sers pour changer quelque chose dans ma vie, à tel point que ça puisse venir toucher les douleurs. Enfin, moi, c'est un truc qui me... Tu vois, je fais pas le lien entre les deux. Jusque-là, je te suis. Le cinéma, la voiture, tout ça, je le vis complètement. Mais de là à penser que ça puisse aller plus loin que ça et impacter ma vie à ce point, je veux bien un peu d'explication là-dessus. Alors, ce qu'on vient d'expliquer, c'est finalement comment on rentre dans un état hypnotique, donc très simplement en ayant un mode de fonctionnement dissocié du cerveau qui va être en effet une concentration sur un sujet et puis les stimuli du monde extérieur. Alors après, comment on va s'en servir? En fait, alors avant, on s'en servait sans trop comprendre comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, on en sait un petit peu plus avec les neurosciences et les recherches qui ont été faites sur l'hypnose. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'état hypnotique créait des connexions entre le cortex cérébral et ce qu'on va appeler le système limbique, c'est-à-dire les organes internes du cerveau qui, eux, gèrent beaucoup plus tout ce qui est activité émotionnelle et également régulation physiologique. Et donc, on s'aperçoit qu'en état hypnotique, il y a des connexions qui s'activent et qui vont permettre donc une communication finalement entre certaines zones du cortex et puis les organes internes. Et ça va permettre finalement de créer une communication entre conscient et inconscient, entre le champ de la conscience et les champs inconscients, en sachant que les champs inconscients gèrent la quasi-totalité de notre vie. C'est-à-dire qu'on considère qu'au minimum 95% de l'activité cérébrale est une activité inconsciente. Et donc, cette communication qui s'établit en état hypnotique, eh bien, on va pouvoir l'utiliser pour apporter à notre psyché dans son ensemble, pour apporter des suggestions. Et si l'inconscient considère que ces suggestions sont positives, eh bien, il va les prendre pour lui et il va les valider. Et c'est comme ça qu'on va permettre à des patients d'avoir donc une modification conséquente de leur perception intérieure, mais également de fonctions physiologiques. Hein. Encore une fois, pour les opérations chirurgicales, on va être capable de permettre à cette personne, en étant simplement en état hypnotique, de vivre une opération chirurgicale d'une manière très soft pour elle, parce que justement son esprit est parti ailleurs et qu'il y a eu aussi des stimulations, il y a une préparation qui est faite avant. Hein. Une intervention en chirurgie, ça se prépare lorsqu'elle est en hypnosédation, ce qu'on appelle hypnosédation. Donc voilà, ça se prépare évidemment avec l'anesthésiste. Mais tout ça pour dire que c'est extrêmement puissant comme intervention et comme capacité d'interaction entre la partie inconsciente et la partie consciente. Alors, j'ai juste envie de poser un truc ici, parce que hypnose, on a tous des images dans la tête. Et tu viens de nous dire quand notre inconscient considère que c'est positif, alors il le prend. Et en même temps, j'ai des images, et je pense que vous aussi, de personnes qui se sont retrouvées à jouer la poule sur un plateau de télé. Je me demande dans quelle mesure est-ce que l'inconscient considère que c'est positif, et est-ce que c'est la même chose dont on est en train de parler? Je pense que c'est bien de le poser avant de rentrer dans le vif du sujet des douleurs de règles, peut-être. Tout à fait. On va en effet essayer de régler l'aspect hypnose de spectacle, qui est une manière de faire de l'hypnose, mais dont la finalité est de faire un spectacle, qu'on soit bien d'accord. Oui, en général, on joue rarement la poule pour faire autre chose qu'un spectacle. Exactement. Donc, par exemple, les films, ça sert par exemple à faire des documentaires. Et avec des documentaires, on va apprendre des choses qui sont intéressantes. Mais ça peut servir aussi à faire un film de science-fiction. Et ça va nous divertir, mais c'est autre chose. Donc, tout va être dans quelle finalité je donne à cet outil qui est le film. Eh bien, c'est la même chose sur l'hypnose. Quelle finalité je donne à l'hypnose? Si c'est une hypnose avec une visée thérapeutique, ça va me servir à me soigner. Si c'est une hypnose qui sert à faire du spectacle, je vais m'en servir pour faire du spectacle. Alors, comment fonctionne un spectacle d'hypnose? Ça fonctionne toujours un peu de la même manière. En fait, on va sélectionner des personnes pour faire un spectacle.
Donc, déjà, je vais répondre à une question. Est-ce que tout le monde est hypnotisable? La réponse est oui, parce que l'état hypnotique est un mode de fonctionnement du cerveau qui est absolument naturel. Donc, encore une fois, on est plusieurs fois par jour en état hypnotique, et ça, c'est ce qu'on appelle l'hypnose spontanée, et c'est tout à fait naturel. Que va faire une personne qui fait un spectacle d'hypnose? Elle va sur une population qui est en face d'elle, qui est venue la voir, donc qui sait très bien à quoi elle va participer, même si elle ne sait pas ce qu'il va y avoir exactement dedans, mais elle sait qu'elle vient pour un spectacle, et elle sait que dans ce spectacle, il va y avoir des gens dans le public qui vont faire partie du spectacle. Donc, devant ce public, l'hypnotiseur va faire un exercice qui est le plus courant, c'est les doigts qui vont se rapprocher, et puis ils restent collés. Et en fait, donc il va faire cet exercice, et il va voir dans la salle qui répond à cette suggestion. Et globalement, on a entre 8 et 10% de la salle qui va répondre très positivement à cet exercice. Pourquoi? Parce que dans ces conditions de spectacle, il va y avoir des gens qui vont avoir une facilité à rentrer en état hypnotique, plus facile que d'autres, parce que c'est un environnement qui leur convient. Et c'est pour ça que donc vous allez avoir votre voisin, votre ami, votre cousin qui d'un seul coup, vous allez voir, mais c'est incroyable parce que vos mains, elles sont, tout va bien, mais vous allez avoir votre ami là, qui reste avec les doigts collés. Donc ça veut dire que cette personne, en fait, a validé la suggestion et ça y est, elle est déjà rentrée en état hypnotique. Et ensuite, l'hypnotiseur va faire venir la personne sur scène et là, il va faire un deuxième test. Il a sélectionné, il a identifié dans la salle les gens qui ont validé le fait de rentrer en état hypnotique. Alors, on a plus ou moins de facilité, hein. Il y a des gens qui sont très facilement suggestibles, mais globalement, encore une fois, l'état hypnotique, c'est propre à tout le monde. Donc, il va faire venir sur scène les gens, et là, il va faire un deuxième test. Ça va être, je vais amener mon doigt sur votre front, et quand il va vous toucher, vous allez obéir à ce que je vais vous dire. Et donc, il amène le doigt, et il va dire « dormez », et hop, on voit les personnes qui tombent d'un seul coup. Mais pas toutes. En fait, si vous regardez bien, vous verrez, il y a grosso modo la moitié des personnes qui vont en effet vraiment tomber dans les bras de l'hypnotiseur, et d'autres pour qui il ne va rien se passer, ou ça va être assez flou comme réaction. Et ces personnes-là, l'hypnotiseur les met de côté, il leur demande de repartir en salle. Alors c'est vrai, je l'ai vécu, j'ai été celle-là qui ont dû repartir dans la salle, donc je confirme. Voilà. À quoi ça sert ce deuxième test? En fait, le premier test, c'est qui est hyper suggestible à l'instant T, parce que vous prenez la personne le lendemain dans un autre contexte, elle ne sera pas du tout suggestible. Mais là, premier test, j'ai sélectionné les gens qui étaient suggestibles et qui sont déjà partis en état hypnotique. Et deuxième test, je fais un test sur scène, parce que là, ce dont j'ai besoin pour faire mon spectacle, c'est des gens qui non seulement sont en état hypnotique, mais pour qui participer à un spectacle, c'est-à-dire être mis en avant sous les projecteurs, vu par 500 personnes, va être pour moi une expérience positive. Donc mon inconscient va dire « Ah oui, moi je veux bien participer, je veux bien aller dans le spectacle ». Et il y en a d'autres pour qui, au contraire, être en lumière, faire l'oiseau, la poule devant des 500 personnes, moi merci, et ce n'est pas une décision consciente. C'est que par rapport à mon vécu, c'est une expérience qui ne va pas être positive pour moi et que je ne veux pas vivre. Alors moi, je confirme que consciemment, je n'étais pas du tout alignée avec l'idée d'être sur cette scène, donc quand il m'a dit de retourner dans la salle, ça m'a soulagée. Mais je comprends qu'effectivement, ce n'est pas forcément la compréhension de chacun. Mais donc, en fait, quand tu disais tout à l'heure, quand l'inconscient a validé, ça marche aussi avec l'hypnose de spectacle. Bien sûr, bien sûr. Et oui, mais c'est important de l'avoir en tête. Les gens qui vont rester sur scène, ce sont des gens qui, au fond, ont validé le fait d'être en état hypnotique dans cet environnement, et pas forcément de manière consciente, mais pour qui cette expérience va être a priori une expérience positive. Toute la question va être, après, à quoi ça va mener? Et il y a des suggestions, des simulations qui sont faites dans les spectacles d'hypnose qui, pour moi, sont absolument révoltants. Parce que quand on simule à une personne qu'elle fait une chute d'un avion ou bien qu'elle se suicide, je veux dire, là, on part sur l'idée de faire des choses pareilles. Et oui, et c'est des choses qui sont extrêmement violentes. Et moi, je connais des personnes qui ont assisté à des spectacles d'hypnose et qui, derrière, sont restées vraiment avec du désagrément, quoi, et voire de l'angoisse par rapport à rentrer en état hypnotique. Parce que, pour le coup, le spectacle et les suggestions qui ont été faites derrière ne correspondaient peut-être pas tout à fait à ce à quoi la personne s'attendait. Oui, parce que bon, quand il s'agit de faire la poule, ça ne porte pas conséquence, mais effectivement, Exactement. après, il peut y avoir des choses. D'accord, donc là, on a compris qu'on n'est pas dans le domaine de l'hypnose de spectacle, mais que la base, finalement, est la même. Alors que moi, tu vois, avant de te poser la question, j'avais la croyance que dans l'hypnose de spectacle, l'inconscient n'avait pas forcément validé les choses. Tu sais qu'on avait réussi à le pirater. Or, ce n'est pas ce que tu es en train de nous dire. Ce que tu nous dis, c'est que l'inconscient a validé, je suis OK dans ces conditions-là. Et il va se passer la même chose dans une hypnose de cabinet. Après, c'est l'intention qui va différer, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors déjà, dans un cabinet, on ne va jamais utiliser… Il y a 3 manières de rentrer en état hypnotique, 3 techniques pour rentrer en état hypnotique. Il y a en fait la focalisation, donc vous savez, c'est quand on vous fait regarder un petit médaillon qui bouge ou une spirale, etc. Donc c'est la focalisation. Il y a la saturation. En fait, alors le petit pendule qui bouge, ça, on peut considérer que c'est de la focalisation, mais la spirale, c'est de la focalisation et de la saturation. C'est-à-dire la saturation, c'est quand vos sens perçoivent trop d'informations en même temps. C'est ce qui se passe quand on conduit, en fait. Quand on conduit, il y a tellement d'informations qui arrivent, qu'elles soient visuelles, extrêmement complexes, puisque c'est des images qui défilent, y compris sur les côtés. Il y a aussi tout un environnement sonore avec des informations qui viennent de la voiture, le bruit du moteur, les informations qui viennent de l'extérieur, etc. Bref, il y a un flux d'informations tellement important que la conscience, elle ne peut pas suivre. Et vous avez tous fait l'expérience, pour ceux qui ont appris à conduire, les premiers cours de conduite, on est lessivé, parce qu'il y a tellement d'informations à gérer que c'est très compliqué d'y arriver. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inconscient qui, lui, va gérer ce flux d'informations
parce que la capacité de l'inconscient à gérer des millions d'informations en même temps, c'est le basique du basique pour l'inconscient, alors que la conscience, c'est un champ très restreint de l'activité cérébrale et qui ne peut gérer que très peu d'informations en même temps. Donc, dès qu'on a plein d'informations, le cerveau, il va basculer en état hypnotique. Donc, c'est ce qui se passe quand on conduit, mais c'est ce qu'on va faire en cabinet. On va amener la personne à se focaliser sur un point, par exemple. On va lui dire, regardez un tableau, et puis dans ce tableau, vous choisissez un point particulier. Et puis, en même temps, on va lui demander de se concentrer sur d'autres aspects, regarder les choses à côté du tableau, et puis écouter les sons qu'il y a autour de vous, se concentrer sur la respiration, etc. Et en fait, il y a tellement de choses à gérer que l'inconscient, à un moment donné, il va dire, moi, je préférais basculer dans autre chose. Et nous, on va suggérer de fermer les yeux, par exemple. On n'est pas obligé de fermer les yeux, mais en fait, quand on ferme les yeux, ça facilite l'entrée en état hypnotique. Évidemment, on n'est pas obligé de fermer les yeux. Quand on est au cinéma, on ne ferme pas les yeux, a priori. La voiture non plus, on va éviter. Et la voiture non plus. Or, on est bien en état hypnotique. Donc voilà, en cabinet, on va utiliser ces deux techniques qui sont focalisation et saturation de l'information, et pas la troisième qui est l'effet de surprise. En termes élégants, on va dire rupture de pattern. Et en fait, voilà, la fameuse rupture de C'est ce pattern. qu'on utilise avec les animaux quand on veut les faire dormir, là, qu'on les retourne. Voilà. C'est ça. Et c'est ce que vont faire utiliser les hypnotiseurs en spectacle. C'est-à-dire, c'est le doigt qui va vous arriver là comme ça, ah, mais c'est quoi ce truc qui m'arrive? Ou il va vous serrer la main, et puis au moment où, au lieu de vous serrer la main, il va vous tirer brusquement, ça va vous surprendre. Et là, en fait, donc c'est spectaculaire, donc c'est pour ça que c'est utilisé. Il y a un laps de temps très court dans lequel, lorsqu'on fait une suggestion dans ce cadre-là, le cerveau va avoir tendance à accepter la suggestion qui lui est faite. Donc ça, c'est pas fait en cabinet, et c'est ce qui explique le côté spectaculaire, effectivement, parce que cette rupture de pattern, c'est quelque chose de très rapide et qui fait un peu comme disjoncter le cerveau un quart de seconde. Et s'il y a une suggestion qui est faite à ce moment-là, hop, c'est bon, il s'en empare et il le fait, quoi, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc en cabinet, non, on est dans une relation thérapeutique, c'est une relation de confiance. Donc on n'utilise jamais cette technique parce qu'elle n'est pas adaptée tout simplement. D'accord. Donc ça veut dire qu'on reste conscient en cabinet de ce qui se passe et à l'intérieur de l'échange et à l'extérieur. Est-ce qu'on oublie quand on sort du cabinet, on se souvient plus de ce qui a été dit? Comment ça se passe, ça, concrètement? Alors après, dans l'état hypnotique, dans la transe hypnotique, il y a plusieurs niveaux de transe. On peut rentrer dans une transe légère ou dans une transe profonde. Dans la transe profonde, il va y avoir ce qu'on va appeler le blackout, c'est-à-dire qu'on a l'impression de s'endormir et on a l'impression qu'on n'entend plus rien. Et on part dans quelque chose, un peu comme quand on est fatigué et qu'on rentre dans un lit très moelleux et chaud, on se laisse glisser dans quelque chose et puis on profite juste du sommeil et de tout ce que ça va apporter. Une transe profonde hypnotique peut amener cet état-là où on a l'impression qu'on n'entend rien. Mais il y a une grosse différence. En fait, en hypnose, on ne dort pas. On est en état hypnotique. Et à quoi on voit ça? C'est que tout simplement, quand vous avez une personne qui dort, vous lui dites à 3, je te propose de te réveiller, 1, 2, 3, et la personne ronfle. Et elle va continuer de ronfler encore pendant un bon moment. Alors que quand on est en état hypnotique, alors que la personne semble vraiment dormir, il ne faut pas oublier que hypnose, ça vient de hypnose, qui est le dieu du sommeil, parce qu'en effet, une personne en état hypnotique, on a vraiment l'impression, quand elle est en transe profonde, qu'elle est endormie, parce qu'il y a un relâchement musculaire complet. Et en fait, cette personne, on lui dit à 3, je vous propose de vous réveiller, et à 3, la personne se réveille. Parce qu'en fait, l'inconscient, il est toujours en activité et il est toujours en fait à l'écoute des suggestions qui lui sont faites. Ça me fait penser à ces moments-là où en méditation, enfin pas en méditation, mais plutôt en visualisation guidée, ou des choses avec les tambours, des choses comme ça. Comme par exemple, on a la sensation de s'être réveillé juste au bon moment de la fin. Et oui, exactement, c'est ça. Parce que, en fait, là aussi, la visualisation guidée va nous faire entrer en état hypnotique. La sophrologie a, par exemple, une base très forte de techniques hypnotiques. Et la méditation peut amener aussi à rentrer dans un état hypnotique. Donc voilà, c'est très facile finalement d'entrer en état hypnotique. Toute la qualité de l'intervention en hypnose, elle n'est pas dans la qualité de la profondeur de l'hypnose. C'est pas ça qui importe. La profondeur de l'état hypnotique est important sur simplement un aspect qui est la récupération physique et psychique d'une personne. C'est par exemple les micro-siestes. Tous les navigateurs solitaires sont formés à l'auto-hypnose, par exemple, parce qu'eux, ils ne peuvent dormir que sur des tranches de 10-15 minutes, pendant lequel le bateau, lui, navigue tout seul. Et donc là, la qualité de la profondeur de la transe est vraiment important pour qu'il y ait une bonne récupération physique. On considère que 10-15 minutes d'hypnose, ça équivaut à un cycle de sommeil complet. Donc, c'est-à-dire 1h30 à 2 heures de sommeil. C'est l'efficacité, ça. Voilà. Donc, les navigateurs solitaires vont faire 3-4 fois par jour une micro-sieste, une auto-hypnose, et vont pouvoir tenir comme ça pendant 10-15 jours, voire 3 semaines. Mais quand ils arrivent au port, ils sont quand même fatigués. Donc eux, ils ont vraiment pour objectif de descendre très profond dans cette transe hypnotique. Alors que là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en cabinet, ça ne va pas être le but absolu d'emmener les personnes dans ce niveau-là, c'est ça? Voilà. Par exemple, si une personne vient parce qu'elle a des troubles du sommeil et qu'elle a vraiment déjà dans un premier temps besoin d'une récupération physique, là, on va commencer par faire une séance où on va vraiment utiliser des techniques qui vont permettre d'approfondir la transe. Donc ça, c'est tout à fait envisageable, évidemment. Mais ce qui fait la qualité d'une hypnose sur toute autre problématique que celle de la récupération physique, ça va être la qualité de la suggestion, en fait. C'est-à-dire que si la suggestion, elle correspond bien à la problématique de la personne, là, à ce moment-là, l'inconscient, il va vraiment prendre la suggestion, il va la faire sienne, et là, ça va débloquer la problématique. Et c'est là où, pour les règles douloureuses… Et voilà, c'est ce que j'allais dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les protocoles? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas pouvoir nous transmettre, parce qu'il y a des choses, mais quel est ce mécanisme qui peut permettre de faire que ces règles ne soient plus douloureuses? Parce que moi, dans ma tête, règle douloureuse égale inflammation. Tu vois, physiologiquement, je vois un peu tout ce qui se passe et je me dis, waouh, génial que ça puisse se faire par l'hypnose, mais je veux savoir comment. Alors,
Je vais d'abord raconter une histoire, c'est pas une histoire, hein, c'est une expérience scientifique qui a été faite en France au début des années 70. Et d'ailleurs, sur YouTube, on peut trouver des reportages de l'époque sur cette expérience. Donc, c'est une expérience qu'on a faite. On a mis une pièce de monnaie sur l'avant-bras d'une personne, qui était volontaire pour faire l'expérience. Et on lui a fait la suggestion que cette pièce était brûlante. Et on laisse cette pièce, avec la suggestion qu'elle est brûlante, on laisse cette pièce pendant 2 minutes, pendant un instant sur le bras de la personne. Et après, on regarde comment la peau réagit. Et ça a été contrôlé par des dermatologues. Et on s'est aperçu qu'il y avait une brûlure qui apparaissait au niveau de l'impact de la pièce. Alors, C'est énorme, ça. Ah oui, hein, c'est énorme. Hein. Ouais, non, c'est énorme, j'avoue. Et donc, on s'est demandé ce qui s'est passé. Et ça a permis de comprendre quelle était l'interaction entre corps et esprit. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la peau va envoyer une information au cerveau en disant, voilà, j'ai quelque chose là qui est sur l'avant-bras. Et le cerveau va analyser cette information et il va dire, voilà, cette information indique qu'il y a quelque chose en effet sur la peau, et s'il n'y a pas de suggestion hypnotique, eh bien, on va dire, c'est un certain poids, une certaine chaleur, et tout va bien. Mais si la pièce est réellement brûlante, le cerveau il va dire, j'ai identifié, il y a une information, et en fait, cette pièce est brûlante, donc elle va générer une brûlure sur la peau, et l'information est renvoyée vers la peau, et la peau, à ce moment-là, va réagir. En fait, ça, c'est ce qu'on a découvert à travers cette expérience, c'est que le corps réagit, mais il va réagir après interprétation du cerveau sur ce qui se passe. Ça, c'est vrai sur ce type d'intervention. On n'est pas sur une intervention réflexe, où là, ça ne passe pas par le cerveau, mais sur une intervention qui passe par le cerveau. En fait, le cerveau analyse l'information, il donne une interprétation de cette information, et il va dire au corps d'agir derrière. Et c'est ce qui explique donc pourquoi la peau a réagi à la suggestion d'une pièce, parce qu'en état hypnotique, en fait, la suggestion elle va intervenir au niveau de l'analyse du cerveau. Ce qui fait qu'on va pouvoir donner comme suggestion au cerveau que cette information indique que la pièce est brûlante, alors que ça n'est pas le cas. Mais vous avez la même chose sur certaines cultures, certaines traditions dans certaines cultures qui ont par exemple le rite initiatique de faire passer des gens sur des braises ardentes. Et ils ressortent avec les pieds qui ne sont pas brûlés. Parce que ça fonctionne également dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on est dans un état de transe suffisant et qu'on considère qu'en traversant ce chemin de braise, je vais être purifié et que ça va me faire du bien, par exemple, eh bien, mon corps ne va pas réagir à l'impact. Alors, encore une fois, tout ça est à modérer, hein, parce que vous restez un quart d'heure sur des braises brûlantes, ça ne va pas le faire, hein, ça c'est clair. Donc, on soit bien d'accord. Mais au moins dans un premier temps, il est possible donc d'avoir une interaction corps-esprit, en fait. Ce n'est pas le corps qui réagit seul à une information, c'est toujours, en permanence, c'est toujours un dialogue entre ce que le corps m'envoie comme information, ce que le cerveau envoie comme information, et c'est un dialogue permanent, ça dans tous les aspects de notre vie, entre corps et esprit. Et donc, on en arrive aux règles douloureuses. C'est que les règles douloureuses, eh bien, alors moi, j'ai mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vas-y. Eh bien, voilà. Mon interprétation, c'est que pour certaines femmes, elles vont vivre un vécu, être éduquées dans un environnement qui va conditionner la manière de vivre cette nouvelle information qui va lui arriver à la puberté au moment où elle va avoir ses règles. Et ça va être son environnement familial, mais également l'environnement social, culturel, etc. Donc un environnement plus large dans son ensemble. Et la manière dont cet environnement va préparer la personne à cet événement, la jeune fille à cet événement, eh bien, selon son propre vécu, ça va peut-être se passer d'une manière plus ou moins agréable. Et je vais vous donner deux éléments que vous allez voir en quoi, finalement, ça explique pourquoi il y a une majorité de femmes qui, finalement, vivent à un moment donné de leur vie, et notamment plutôt au moment où les règles se mettent en place, pourquoi ça peut être une expérience douloureuse. Qu'est-ce qu'on nous apprend quand on est enfant? Il y a deux choses qu'on nous apprend. C'est que quand on saigne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre vie, hein. Quand on saigne, c'est qu'on s'est coupé, c'est qu'on a une hémorragie et c'est un problème. Et c'est un problème de santé. D'ailleurs, c'est souvent la question que nous posent les enfants quand on leur parle des règles. Ils nous disent que ça fait mal. Voilà. Et avec un petit air compatissant tout mignon. Oui, oui. Donc, saigner, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Enfin, on va dire les choses autrement. Saigner, c'est mal. Donc, ça, c'est le premier conditionnement. Et la deuxième chose qu'on nous apprend aussi, c'est que tout ce qu'on fait par en bas, c'est sale. Le pipi, le caca, c'est sale. Et oui, en effet, hein, je ne conteste pas. Mais ça veut dire quoi à l'arrivée pour une jeune fille, quel que soit l'environnement, quand bien même elle a un environnement féminin et globalement familial qui la prépare correctement à vivre ses règles, il n'empêche qu'il y a un conditionnement social et culturel qui nous a appris que saigner c'est mal et tout ce qui sort par en bas c'est sale. Ben, ça ne vous aide pas à avoir des règles, avoir un rapport à vos règles qui va être harmonieux. Ça ne va pas vous aider à vivre cet événement comme un événement joyeux de votre vie et positif dans votre vie, alors que ça devrait l'être.
Et en fait, à mon sens, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une grande partie des femmes pour lesquelles les premières règles, au moins, les règles dans les premières années, vont être quelque chose qui, et c'est même pas du domaine du conscient, mais simplement, il y a un conditionnement qui peut être en place et qui fait que ça va être compliqué. Voilà, c'est pas quelque chose qui va être anodin. D'autant plus que c'est une sensation nouvelle qui arrive dans le corps. Et donc, c'est une information, là, pour revenir sur l'histoire de la pièce de monnaie, c'est une information nouvelle qui arrive au cerveau. Le cerveau, lui, il va aller dans sa bibliothèque d'informations, et justement, ça saigne et c'est par en bas. Moi, j'analyse et je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je ne vais pas donner une information agréable sur quelque chose qui ne va pas. L'information, c'est qu'il y a quelque chose de douloureux. Okay. En tout cas, je vais donner une douleur. Je vais considérer cette information comme une douleur, c'est-à-dire une information qui, la douleur, ça sert à quoi? Ça sert à indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Et c'est cette construction qu'en état hypnotique, on va essayer de déconstruire pour ramener les informations physiologiques liées aux règles à un événement absolument naturel, de bonne santé, et qui, au contraire, est le signe visuel et sensoriel d'une féminité épanouie. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on va pouvoir, l'inconscient va reconditionner son rapport physiologique aux règles, et ça va permettre à la personne, à la femme, de pouvoir vivre ces règles d'une manière naturelle, harmonieuse, épanouie. Et voilà. Et donc, moi, le nombre de fois où j'ai pu le pratiquer, c'est pour ça que j'étais très heureux que tu m'accueilles, parce que dans toutes les pratiques, les prises en charge qu'on va faire en hypnose, les règles douloureuses, c'est à mon sens le point le plus efficace. C'est une séance, et je ne dis pas ça pour beaucoup de prises en charge, mais les règles douloureuses, à ce jour, moi, c'est une séance, et voilà, c'est réglé sur la partie douleur. Pour le coup, l'impact des hormones sur les états émotionnels, etc., c'est encore un autre sujet où, en effet, je pense que l'approche que tu proposes, elle est très importante pour que les femmes apprennent à vivre positivement ces fluctuations hormonales qui vont avoir également des impacts sur l'état d'esprit, les émotions, etc. Mais pour ce qui est des règles douloureuses, les règles, dès lors qu'il n'y a pas de problème physiologique, les règles doivent être vécues d'une manière harmonieuse et donc totalement indolore. Mais moi, quand tu me parles, je me dis, mais on ne serait pas une petite hypnose collective sociétale, tu vois? Oui, parce que ce que tu me dis là, moi, je rêve que toute la société se mette à penser juste simplement comme ça pourrait changer beaucoup de choses, non? L'hypnose pourrait changer, à mon sens, beaucoup de choses sur plein d'aspects, parce que l'hypnose, par exemple, donc sur les règles douloureuses, c'est extrêmement efficace, mais sur les problèmes d'endormissement ou de troubles du sommeil, avant de prendre des médicaments, il faudrait d'abord essayer l'hypnose, parce que physiologiquement, on n'absorbe aucun médicament, et globalement, ça a un impact très fort. Après, ça ne va pas tout régler, mais avant de prendre des médicaments, il faudrait peut-être essayer l'hypnose, et ça pourrait peut-être régler beaucoup d'aspects. Donc oui, j'entends tout à fait ce que tu dis. Simplement, un point important, c'est que pour mettre en place un protocole collectif, il faut d'abord expérimenter le protocole sur pas mal de cas différents, parce que l'hypnose, ça fonctionne comme un sushi bar. Vous savez, c'est ces bars où on voit des petits plats qui passent devant nous et on pense qu'on a envie de manger. L'hypnose, c'est ça. On va faire passer des suggestions devant l'inconscient, et quand il trouve une suggestion qui lui convient, il va la prendre. Mais pour qu'un protocole soit efficace, il faut avoir une variété suffisante de suggestions pour essayer de couvrir un maximum de cas différents. C'est-à-dire que, autant en séance individuelle, moi, je vais pouvoir préparer la séance d'hypnose et les suggestions par rapport au vécu spécifique de la personne, autant dans une hypnose collective, là, l'efficacité est moins garantie. C'était un peu une blague, c'est juste que j'aimerais tellement que toute la société pense ce que tu disais, mais je comprends tout à fait l'esprit. Alors donc, tu reviens à la personne, et j'ai une question qui est, parce qu'il y a des confrères à toi, des consoeurs d'ailleurs, hein, j'englobe tout le monde quand je dis ça, qui ne savent peut-être pas ça. Est-ce que tu utilises, et qui nous regardent peut-être, est-ce que tu utilises des protocoles spécifiques? Est-ce que tu peux guider peut-être pour ceux qui n'ont jamais testé? Parce que ça pourrait quand même changer énormément les choses si tous tes confrères et toutes tes consoeurs savaient la puissance sur les douleurs de règles de l'hypnose, hein, de votre métier. Pour ceux qui m'écoutent, en fait, le protocole, il va être assez proche de celui qu'on va utiliser pour des douleurs chroniques, c'est-à-dire que transformer une information qui est vécue de manière douloureuse par le patient et faire des suggestions pour que cette information soit considérée comme une information agréable. Donc ça, c'est un protocole assez standard qui est utilisé dans la gestion des douleurs chroniques. Et ensuite, ça va être tout le travail d'anamnèse avec la patiente, parce qu'en fait, dans le travail en séance, on va demander à la patiente en quoi les règles sont douloureuses, est-ce qu'elle peut expliquer, préciser comment elle vit ces douleurs menstruelles. Donc, par exemple, ça varie beaucoup d'une femme à une autre. Il y a des femmes, ça va être quelques jours avant, certaines femmes, ça va être juste la veille, certaines femmes, ça va être au moment des règles, ça peut parfois se perpétuer un petit peu après. Donc voilà, qu'elle précise, il faut qu'elle donne de l'information au thérapeute pour que le thérapeute puisse avoir un maximum d'informations sur comment c'est vécu physiquement. Est-ce qu'elle peut décrire sa douleur, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va la questionner sur son rapport aux règles.
Parce qu'un des impacts très forts aussi des règles douloureuses, c'est que quand on commence à avoir des règles douloureuses, eh bien, on commence aussi à avoir l'appréhension des règles, parce qu'on sait que ça va être de nouveau, ça va revenir, voilà. Et donc, il y a une dimension psychologique qui peut être liée aux conditionnements culturels, sociaux, familiaux, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais en plus de ça, il y a une dimension psychologique qui est l'appréhension que ça revienne. Et donc ça, c'est aussi une information qu'on va intégrer dans le protocole pour que ce moment soit vécu et l'approche de ce moment soit vécue harmonieusement. Ce qui veut dire que dans le protocole, on va intégrer également des suggestions sur le féminin, sur la féminité. Mais pour ça, pour que les suggestions soient adaptées, il va falloir aussi questionner la patiente sur son rapport à sa féminité. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle vit d'une manière facile, agréable, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose, c'est une dimension d'elle-même où elle a toujours eu un petit peu de mal à le vivre? Pourquoi? Est-ce qu'elle sait pourquoi, etc. Bref, on va la faire parler pour que, ça c'est le métier de l'hypnopraticien, hein, c'est que quand on fait parler la personne, l'inconscient, lui, il envoie de l'information. En fait, la personne, sans qu'elle sache spécifiquement pourquoi, mais elle va utiliser des expressions bien précises. Elle va associer, par exemple, elle peut associer les douleurs à un événement, un souvenir particulier, la manière dont on lui a parlé des règles quand elle était petite, etc. Bref, il y a plein d'éléments que l'inconscient va envoyer comme information. Et nous, notre travail, c'est de capter ces informations parce qu'en fait, nous, on n'est pas des magiciens, hein, justement, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des hypnotiseurs de spectacle. On est à l'écoute de ce que l'inconscient envoie comme information parce qu'en même temps, il donne la solution à l'inconscient. Il dit, voilà, moi, mon problème, c'est que, par exemple, on m'a dit, et je crois que les douleurs, c'est sale. Les règles, c'est sale. Et c'est ça ma problématique. Alors ça, on va l'intégrer et on va faire une suggestion qui va justement dénouer cette problématique pour l'inconscient en lui faisant, alors, en inversant le conditionnement. Après, de quelle manière précise, ça va dépendre de ce que la patiente va donner comme information. En fait. Voilà. Je comprends. En fait, on recueille les informations, on voit qu'elles sont données d'une certaine manière, ça c'est le métier, et du coup, la façon de le dénouer va dépendre de la façon dont les informations ont été livrées dans l'anamnèse, c'est ça? Exactement. Voilà. On est une sorte de miroir sélectif. On reçoit de l'information, on va l'analyser pour essayer de comprendre quelle est la problématique de l'inconscient et on va lui retourner ce que lui attend en fait, c'est-à-dire la parole qui le libère. Voilà. C'est un art de la parole en fait, l'hypnose. Hein. Ça donne envie hein, de tenter. Moi, j'avais quand même une question. On en a parlé en préparant cet entretien ensemble. La douleur, ça reste un signal du corps, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Et si j'enlève les douleurs, qu'est-ce qui fait que je continue à réussir à prendre soin de moi quelque part? Parce que bien souvent, enfin, moi, c'est ce que je transmets aussi dans Kiftansique, c'est que ces douleurs-là, elles nous appellent souvent à un retour à soi, à un retour à plus de douceur, à plus à faire attention peut-être au climat inflammatoire aussi dans lequel on est, etc., à nous alerter qu'il y a une maladie. Comment tu fais avec ces informations-là, toi, en tant qu'hypnothérapeute, qui va apporter ce soulagement. Oui. Et en même temps, il y a une contrepartie à ça, peut-être. Alors, merci d'aborder cette question parce que pour ma part, hein, pour intervenir sur les règles douloureuses, il y a un préalable, incontournable pour moi, c'est qu'il faut venir avec un document du médecin, que ce soit un gynécologue ou le médecin généraliste, qui garantisse qu'il n'y a pas de problématique physiologique liée aux douleurs de règles. Parce que moi, je suis hypnopraticien, je ne suis pas médecin. Et il est hors de question que l'information d'une règle douloureuse, dès lors qu'elle donne une information réelle d'un problème de santé, il est hors de question que cette information soit lissée. Donc le préalable, c'est qu'il faut venir avec un certificat médical garantissant que les douleurs de règles ne sont pas liées à un problème de santé. Et justement, c'est la raison pour laquelle on va aller voir un hypnopraticien, parce que lui, il va pouvoir prendre en charge cette problématique alors qu'il n'est pas médecin et qu'il ne va pas prendre en charge une problématique médicale et physiologique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le protocole, ce qu'on va donner comme information à l'inconscient de la patiente, c'est pas que chaque fois qu'il y a une information qui vient de l'utérus, c'est que c'est bien. Ben non, la suggestion elle est faite uniquement par rapport aux règles. Au moment des règles, le fait qu'il y ait une préparation à la perte du tissu externe, de l'endomètre, eh bien, c'est une information qui est normale et tant qu'elle est normale, elle doit être vécue de manière agréable. Voilà. Tant qu'elle est normale, elle doit être vécue de manière agréable. Votre corps sait parfaitement l'état de santé dans lequel il est. Donc en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les informations sont absolument précieuses et sont là pour donner de l'information. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut être à l'écoute de son corps, à l'écoute parce que le corps est un inconscient. Et donc les informations qu'il renvoie, elles ont une dimension précieuse. Simplement, quand il n'y a pas de cause physiologique, cette information, en fait, cette information de douleur, c'est une information d'un conflit intrapsychique. Il y a quelque chose entre ce que vit mon corps qui est naturel et la perception que moi j'en ai, qui est justement, c'est quelque chose de pas bien. Et là, il y a un conflit et ça va se transformer par l'expression d'une douleur. Et là, l'information, elle est sur le conflit intrapsychique. Et là, l'hypnose intervient. Et alors, pour une personne qui aurait, par exemple, de l'endométriose, ça serait reconnu, mais où les médecins disent, mais en fait, je ne peux rien faire pour la douleur. On a reconnu la maladie, on sait qu'elle est là, mais oui. À part vous donner des très hautes doses, parfois même d'opiacés, tellement on en est dans des douleurs extrêmes, je ne peux rien faire. Est-ce que ça peut aussi être traité en cabinet avec l'information qu'il y a cette pathologie? Alors, moi, à ce jour, je ne l'ai jamais fait.
et je ne le ferai que si c'est fait avec un suivi médical. En partenariat avec un médecin dans Voilà, ces cas-là. exactement. OK. Alors ça va peut-être se faire, parce que j'ai un médecin qui m'a dit qu'il était intéressé pour, essayer. Donc ça va peut-être se faire, mais voilà, ça se fera dans le cadre d'un suivi médical. D'accord. Non, mais c'est essentiel de poser ces choses-là parce que c'est vrai que la douleur, c'est pas anodin et que, mais en tout cas, ça ouvre un champ des possibles quand même. C'est vrai Oui, que parce que nous, le nombre de messages qu'on reçoit, tout le temps, de personnes qui nous disent: «Mais moi, je suis au max, des antidouleurs, qui peuvent être supportées. Je prends des anti-inflammatoires en quantité, astronomique parfois», et là, on se dit: «OK, il y a peut-être une voie avec l'hypnose». Au préalable, il faut aller effectivement vérifier, mais c'est ce qu'on fait en général quand on a des douleurs, voilà, qu'il y a pas une pathologie, et dans ce cas-là, bah, il y a une alliance peut-être médecin, hypnothérapeute, mais mmh. ça vaut le coup, en fait. C'est ça que tu es en train de nous dire? Ah bah, vous avez encore une fois, hein, l'hypnose, ce sont des mots qui, sont là pour, permettre à la conscience et à l'inconscient de la patiente de mieux communiquer, et donc c'est un outil extrêmement efficace, et donc la seule chose qui le la chose la plus terrible qui puisse se passer après une séance d'hypnose, c'est qu'il ne se passera rien de nouveau. Voilà, c'est la seule chose que vous pouvez Oui. craindre dans une hypnose, c'est que vous revenez, bah, finalement, les suggestions n'étaient pas adaptées et ma vie continue comme avant. C'est tout ce que vous pouvez En craindre. matière d'effets secondaires, il y a pire. Voilà, Vous en savez quelque chose, j'imagine, pour celles qui nous regardent. Merci beaucoup, Renaud. C'était vraiment super intéressant. Moi, j'ai bien compris. En tout cas, vous, dites-nous en commentaire si vous avez compris. N'hésitez pas à venir commenter aussi dans le groupe Facebook du sommet, si vous avez vraiment compris. Et si vous avez des questions qui demeurent, si vous avez tenté l'expérience, n'hésitez pas aussi à nous le dire en commentaire de façon à ce qu'on puisse échanger. Oui, tu avais quelque chose à ajouter, Oui, Renaud. j'avais Dis-moi. un dernier élément à dire, c'est que, parce que les règles douloureuses touchent beaucoup de jeunes femmes qui sont mineures, donc pour ma part, dans mon cabinet, avec des mineurs, je demande à ce qu'il y ait la présence d'un adulte qui soit présent. Ça se passe de manière tout à fait, hem tranquille. Il faut que ça soit un adulte choisi évidemment par l'adolescent pour qu'il soit en confiance avec cette personne-là, et suffisamment libéré aussi pour pouvoir parler des règles douloureuses devant le praticien en présence de cette personne. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un point important quand même, parce que vous avez beaucoup d'hypnopraticiens. Alors avec les femmes, les hypnopraticiennes, je pense que la question se pose moins, mais c'est un point vraiment important à Ah, c'est souligner. essentiel de le préciser. Voilà, hein, Et moi, parce quand que tu ça me dis ça, je me dis, tiens, ce serait peut-être pas forcément la maman aussi, la personne la plus adéquate. Ça peut être une marraine, une tante ou. exactement, Mm. tout à fait. Hein, c'est pas forcément la maman, la personne, l'adulte la plus adaptée, mais en tout cas, voilà, pour les personnes mineures, ça se fait en présence d'un adulte. Eh ben, c'est une précision vraiment essentielle. Merci beaucoup. Vous allez retrouver bien sûr le lien pour pouvoir rejoindre, enfin voir où tu pratiques. Donc tu nous disais à Paris. C'est quelque chose qui peut se faire à distance ou il faut vraiment être dans le cabinet avec toi? Comment ça se passe? Alors, on peut pratiquer l'hypnose à distance, hein, pendant le confinement, pour le coup, on a été amenés à pratiquer pas mal, ça marche très bien. Pour ma part, je préfère, le contact direct parce qu'on a beaucoup plus d'informations, nous, en tant que praticien, quand on a la personne en face de nous. Mais, voilà, moi, j'ai fait des séances d'hypnose, pour, une amie japonaise, quand elle revient au Japon, elle a des problèmes à se recaler avec, le décalage horaire, et donc je suis habitué à lui faire des séances, voilà, en France pour le Japon, vous voyez? Donc la distance ne pose pas de problème, et puis j'interviens régulièrement pour des patients quand ils partent en voyage, ou enfin, voilà, quand il y a des problèmes de distance ou de confinement. Donc oui, ça peut tout à fait se faire, à distance. Merci. J'espère que vous en avez appris beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai appris énormément de choses, y compris sur l'hypnose de spectacle. C'était pas forcément le but, mais l'air de rien, ça m'a apaisé et j'ai compris ce qui se passait. En tout cas, je vois vraiment une voie qui s'ouvre dont je n'avais pas beaucoup entendu parler. Merci Renaud d'être venu me l'apporter, me la présenter. Et puis dites-nous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas en commentaire. On est là pour vous. Merci beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir.